Nous avons évoqué précédemment la notion de corruption systémique, donc le fait qu'un système est configuré avec la participation active d'un certain nombre de responsables, mais aussi la participation passive, inévitable d'un certain nombre de suiveurs, pour privilégier des intérêts économiques au-dessus de ceux de la population et notamment de son état de santé. Et aujourd'hui, on va entrer un petit peu dans la technique de comment est-ce que ça s'opère. On peut repérer au moins 3 ou 4 volets différents à la corruption systémique. Le premier, c'est la manière dont les autorités de santé, ministre de la Santé, Santé publique, Haut Commissariat à la Santé, enfin il y a différentes dénominations, agences de surveillance des médicaments, sont infiltrées de manière massive par des gens qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et vaccinale en premier lieu. Et pour en donner juste un exemple, en France, une étude qui avait été faite suite aux différents cafouillages des organismes qui sont devenus entre-temps l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais on a la même chose dans les autres pays, emploie à hauteur de 50 à 60% des gens qui proviennent de l'industrie pharmaceutique et qui souvent y retournent après avoir fait quelques années dans les instances officielles. C'est un schéma qu'on retrouve dans d'autres types d'industries, l'industrie nucléaire par exemple, les commissions nationales de sécurité nucléaire sont composées pour l'essentiel de représentants de l'industrie. Au niveau de l'énergie, on a à peu près la même chose, au niveau de l'alimentation et des politiques agricoles. Donc au fond, ce que ça veut dire, c'est que nos sociétés sont devenues extrêmement perméables à des infiltrations, à des lobbies qui prennent le contrôle sur les décisions qui sont prises, et à tel point que dans l'épidémie de Covid, on a pu voir qu'aucun pays, sinon la Suède, à certains égards, mais il faut quand même se souvenir que la Suède a interdit très tôt l'hydroxychloroquine sans qu'il y ait eu le moindre problème sur son territoire, donc ça veut dire que malgré tout ce pays est resté captif des directives internationales, mais aujourd'hui on est dans un système où aucun pays n'a la liberté de sa propre politique sanitaire. Ce sont des choses qui sont décidées à l'international par l'OMS, par l'Union européenne, et puis finalement les gouvernements et les agences nationales de santé ne font qu'appliquer ce qui est décidé ailleurs par d'autres personnes, et de nouveau avec un agenda qui est profondément différent de celui de l'intérêt public. Ça se traduit bien sûr par la notion de lien ou de conflit d'intérêt. Un lien d'intérêt, c'est quoi? C'est que je touche de l'argent d'une entreprise qui est active dans le domaine de la santé, et selon les cercles dont je fais partie et les décisions auxquelles je vais participer, eh ben je risque d'être dans une position où je vais favoriser ou mettre en avant les intérêts prépondérants de ces entreprises dont j'ai touché de l'argent. Et on est aujourd'hui, de ce point de vue-là, dans une situation assez compliquée. Mais c'est très typique de la déliquescence actuelle de l'Occident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a carrément rendu obligatoire, notamment pour les chercheurs, le fait de s'adresser à l'industrie. C'est-à-dire que l'État a cessé de jouer son rôle d'être le principal pourvoyeur de fonds pour la recherche, et donc on a demandé aux chercheurs dans les universités, pour les recherches que vous voulez faire, l'État en paye une partie, mais l'autre partie, vous devez aller la chercher auprès de l'industrie. Et ça, évidemment, que ça crée des liens d'intérêt. Maintenant, beaucoup de médecins sur les plateaux télé nous ont rappelé que les liens d'intérêt ne sont pas des conflits d'intérêt. Un conflit, c'est uniquement une situation dans laquelle le lien que j'ai devient potentiellement problématique parce que, par exemple, la société qui m'a attribué des crédits de recherche est en compétition avec d'autres pour promouvoir un remède en particulier, et la règle dans ce cas de figure est qu'une personne qui se retrouve dans ce cas-là, eh bien, se désiste d'une décision en cours, se récuse d'une délibération, ou en tout cas nomme les conflits qu'il ou elle a. Et en l'occurrence, en France, je sais que la loi commande que les médecins qui interviennent sur des plateaux télé, s'ils ont des liens d'intérêt, les annoncent systématiquement en début d'émission. Vous aurez pu constater comme moi que ça n'a absolument pas été fait, et c'est un des griefs du professeur Perron, qui a longtemps présidé la commission des maladies infectieuses à la Haute Autorité de Santé, de relever que dans les PV des séances Covid-19, toutes les règles déontologiques permettant de mettre des garde-fous à ces influences n'ont absolument pas été respectées, et tout d'un coup on a fait comme si jamais elles n'existaient simplement pas.
Cette influence sur les décisions politiques se double donc d'une influence sur la recherche, avec un pli pernicieux supplémentaire, qui est que quand quelqu'un vous donne des crédits pour faire une recherche, évidemment qu'il le fait toujours en espérant que vous trouverez un certain résultat. Et là, le constat qu'on a été amené à poser il y a déjà une quinzaine d'années, c'est un constat qui est difficile, qui est douloureux, c'est que l'immense majorité de ce qui est publié aujourd'hui est faux. Alors en partie parce que les méthodologies de recherche sont compliquées et qu'on peut faire des erreurs qui ne sont pas volontaires, mais pour l'essentiel parce que les chercheurs sont financés par des industries qui les invitent ou espèrent qu'ils trouveront certains résultats, et puis pour rester dans les bons papiers, il y a une déformation inévitable, des biais qui s'installent, et au fond on produit aujourd'hui massivement de la recherche falsifiée pour des raisons d'avantage économique. Alors là encore, ça peut faire conspirationniste de le dire, mais il faut savoir que les principaux rédacteurs en chef des principales revues médicales, eux-mêmes l'ont dit. Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, pris dans le scandale que vous savez au mois de mai, a dit il y a 2 ans, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur le fait qu'au moins la moitié de ce que nous publions est faux, et c'est faux parce que les intérêts économiques font en sorte que des papiers doivent prouver des résultats qui n'existent pas, et nous, les revues médicales, nous sommes complices de cet état de fait. L'enseignement est pareillement infiltré totalement par l'industrie, et donc on a un système qui, à tous les étages, si vous voulez, est dans un climat qui est fondamentalement malsain, et avec cette situation qui est totalement schizophrène sur un plan collectif, si j'ose dire. C'est que d'un côté, on sait que ce problème existe, il y a énormément de masses documentaires, il y a énormément d'articles qui ont été publiés, enfin c'est un constat que personne de bonne foi ne conteste, tout le monde est obligé de le reconnaître, et puis en même temps, dans une crise comme celle-ci, où finalement on devrait être particulièrement vigilant par rapport à ce qu'on sait être vrai, et ben ce qu'on voit, c'est que tout le monde fait comme si ce problème n'existait pas. Les quelques malheureux comme moi et d'autres qui se risquent à en parler, ben on se reçoit des volées de bois vert et on subit des campagnes de diffamation absolument épouvantables, parce que comme on n'arrive pas à contester nos dires qui sont basés sur de la science extrêmement solide, et ben la dernière ressource qui leur reste, c'est d'essayer de salir le messager. Mais donc on est aujourd'hui fondamentalement dans une situation profondément malsaine au niveau de la santé, et évidemment que c'est très embarrassant pour les médecins qui, pour leur immense majorité, sont évidemment des gens honnêtes et de bonne foi. Ils savent en partie qu'ils participent à un système problématique et corrompu, mais d'un autre côté, ils n'ont pas tellement les moyens de faire autrement. Et puis ce qu'on voit, ou ce qu'on a vu aussi à l'occasion de la crise qu'on est en train de vivre, c'est que la violence qui s'abat sur celles et ceux qui cherchent soit à dénoncer la corruption, je pense au professeur Perron, qui très vite a parlé des échanges qu'il avait eus avec les responsables de l'OMS, qui lui disaient « mais vous savez, c'est l'industrie la plus corrompue au monde ». Et ben quand il s'est risqué à le dire, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu des plaintes de l'ordre des médecins, il s'est fait démettre de sa chefferie à la PHP, il a subi un tir de barrage de ses collègues, donc il y a vraiment une exemplarité du lynchage des dissidents qui fait après que l'immense majorité des médecins sont très peureux en fait. Et je le dis sans critique, eux-mêmes me l'écrivent. J'ai reçu des centaines de mails de médecins qui me disaient « mais bravo, on vous soutient dans votre combat, nous n'osons pas prendre la parole parce que les conséquences seraient trop dures pour nous, mais on sait que ce que vous dites est bien sûr un énorme problème et on souffre d'être captif de ce système ». Voilà, donc c'est important de bien identifier cette réalité parce que c'en est une. Et que si on fait semblant qu'elle n'existe pas ou qu'on la nie, eh bien évidemment qu'on laisse dans l'ombre un volet majeur de ce qui organise les réponses telles qu'on a pu les observer au cours des mois écoulés.